Bonjour et bienvenue dans ce voyage éducatif en 1932 où l'on va découvrir les grands concepts de OAuth 2.1 à travers des exemples de la vie réelle. Je me présente, je m'appelle Julien Topsu et je serai votre guide lors de cette expérience cinématographique qui a été rendue possible grâce au studio Shodo, qui est une ESN parisienne et nantaise qui va redonner du sens aux salariés en réintégrant des avantages du freelancing dans le monde du consulting salarié. Et si ça vous intéresse de discuter à propos de ça, on peut le faire après la conférence. Et donc là, vous avez vu dans le générique, alors peut-être que vous avez vu le film Grand Budapest Hotel, mais donc les scènes que l'on va voir vont illustrer aux deux, et ces scènes se passent dans le Grand Budapest Hotel, qui est un palace, et je joue le rôle dans ce palace du responsable de la sécurité. Et je vous ai sélectionné quelques moments forts qui illustrent donc ces grands passifs de OAuth 2. Alors vous l'avez vu dans le générique, un jour on a eu deux convives qui se sont mis à se taper dessus, et c'est parce que il y a un des convives qui a découvert que l'autre dormait dans son lit. En fait, on a un problème de squatter qui nuit à la réputation de l'hôtel. À quoi est dû ce problème? Je vais vous l'expliquer tout de suite. En fait, dans l'hôtel, il y a une partie privative dans laquelle vous allez trouver les chambres, la pâtisserie Mendels, donc qui fait partie de l'hôtel et qui est mondialement reconnue, et puis le bureau du concierge général qui s'appelle Gustave. C'est un peu le boss de tout le monde au Grand Budapest Hotel. De l'autre côté, dans la partie publique, vous avez le lobby, c'est là où vous allez avoir toutes les entrées-sorties des convives. Vous allez aussi avoir les entrées-sorties des prestataires qui travaillent avec nous. Et donc Gustave, pour sécuriser l'accès aux parties privatives, a disposé sur la porte qui permet d'y accéder une serrure à code. Cette serrure à code, au début, il était le seul à pouvoir l'ouvrir. Donc, il dispose d'un code pour pouvoir l'ouvrir. Et ce code-là, il a été amené, bien sûr, à le distribuer à tous les convives et à tous les employés de l'hôtel. Cependant, il n'y a qu'un seul code. Ce qui veut dire que tout le monde, en fait, connaît ce code. Et et là, le problème qu'on a eu, c'est qu'un des convives, une fois qu'il avait rendu sa réservation, était repassé quelques mois plus tard devant l'hôtel et il s'est dit, tiens, on va tester si le code marche toujours. Là, c'est le cas puisqu'il n'y a qu'un seul code. Alors pourquoi on n'avait qu'un seul code? Notamment parce que Gustave trouvait que c'était trop compliqué de devoir changer le code à chaque fois plutôt pourquoi on ne change pas le code à chaque fois que quelqu'un sort de l'hôtel. On a 400 convives, donc changer le code toutes les 20 minutes à chaque fois que quelqu'un sort de l'hôtel, finit sa réservation, c'est très galère. Donc il s'était dit, c'est plus simple de le gérer comme ça. Et on est en 1932, donc notifier 400 personnes que le code a changé toutes les 20 minutes, c'est pas terrible. Mais là, on a un problème, c'est ce qu'on appelle un problème de révocation. Parce que une fois qu'on a donné le code à un des convives, on n'a aucun moyen de lui enlever l'accès. Le seul moyen qu'on a de lui enlever l'accès, c'est de générer un nouveau code. Comme ça, le sien sera invalidé. Mais il va falloir notifier les 400 autres que le code a changé. Et si je vous parle de ça, c'est notamment pour illustrer un problème qui existe sur le web. Là, je prends un exemple qui est celui de Facebook. J'aime bien taper sur Facebook en sécurité. Et donc là, en fait, c'était une fonctionnalité qui permettait d'importer des contacts dans Facebook qui venaient de votre provider de mail. Alors, c'est une interface qui n'existe plus. Mais elle a existé, je crois, jusqu'en 2016. Bon, le screenshot date un petit peu parce qu'il y a des trucs comme Windows Live Hotmail, IM, etc. Mais imaginez que ce soit Gmail. Et donc, quand Facebook vous proposait d'importer vos contacts mail dans Facebook, ce qu'il vous demandait, c'était de fournir votre email et votre mot de passe de votre mail pour qu'il puisse s'y connecter et importer vos contacts. Là, le problème, c'est qu'on a un problème de révocation aussi. Parce que c'est votre mot de passe Gmail, par exemple, si c'était dans Gmail. Donc, si vous remarquez que Facebook commence à faire n'importe quoi, notamment, il y a marqué en petit qu'ils vont pas stocker le mot de passe. Mais par contre, en 2018, il y a une faille de sécurité chez eux, où ils se sont rendus compte qu'ils loguaient les mots de passe en clair dans le système de monitoring. C'est pas grave. Alors, c'était peut-être pas ces mots de passe-là, mais c'était même les mots de passe des comptes Facebook, il me semble. Mais imaginez que vous vouliez révoquer l'accès de Facebook. Vous n'avez pas d'autre choix à part changer votre mot de passe, si Facebook vous propose pas la fonctionnalité. Et là, vous allez peut-être être embêté parce que déjà vous allez devoir avoir un nouveau mot de passe et potentiellement vous allez devoir le fournir
aux autres intégrations qu'il y a avec votre Gmail, si ça fonctionnait du même système, enfin sur le même modèle. Imaginez qu'il y avait le même système dans LinkedIn, par exemple. Et c'est très embêtant. Donc comment faire pour résoudre ce problème? Je pense que vous l'avez. D'abord, j'ai oublié de vous donner quelques mots de vocabulaire. Donc, en fait, on va se repositionner dans l'exemple de l'hôtel avec les deux convives qui se tapent dessus. On va mettre un peu de vocabulaire là-dessus. Les chambres, c'est ce qu'on va appeler les ressources, c'est ce qu'on tente d'accéder et ce qu'on veut protéger. Le Grand Budapest Hotel, au sens de l'entreprise, c'est l'entreprise qui possède les chambres d'hôtel. Jusque-là, ça va. Et on va appeler ça le ressourçonneur. L'hôtel en physique, c'est là où on va trouver les chambres d'hôtel. Et les chambres d'hôtel, elles vont être sécurisées par l'hôtel, en fait. Et donc, l'hôtel physique, c'est ce qu'on va appeler le ressource serveur. C'est là où on trouve les chambres. Et les convives qui tentent d'accéder aux chambres, ce sont les clients. Ça va? Donc, pour se prémunir de ce problème de révocation, ce qu'on va faire, c'est qu'on va distribuer des codes d'accès temporaires personnalisés à chaque personne. C'est un code unique. Et ce qu'on a eu comme idée, c'était de se dire, on envoie des numéros de réservation après que les gens en fait réservent leur chambre d'hôtel par courrier. Dans le monde moderne, c'est par mail, mais là, par courrier, parce qu'on est en 1932. Et on se dit, ce numéro de réservation, il est unique. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire en sorte qu'il permette d'ouvrir la serrure à code. Donc, chacun des convives a son numéro de réservation, il arrive devant la serrure, il tape leur numéro, ça permet d'ouvrir la porte. Et ce numéro de réservation va faire en sorte qu'il soit plus valide à la fin de leur séjour à l'hôtel. Une fois qu'ils ont rendu la chambre, il ne sera plus valide. Ce qui fait que si quelqu'un revient avec ce numéro de réservation plus tard, il pourra plus ouvrir l'hôtel, enfin la serrure à code. Et puis on n'a pas besoin en fait de régénérer. Enfin là, comme on a un code par personne, on a plus ce problème de révocation. Si on décidait là de faire en sorte que un numéro de réservation n'était plus valide, ça n'impacte personne d'autre à part la personne qu'on veut révoquer. Donc le numéro de réservation, on va appeler ça le code d'autorisation. Donc en anglais, l'Authorization Code. Donc ça vous autorise en fait à avoir accès aux chambres. Là, je pensais que... Ok. Donc grâce à ça, on corrige le problème, mais malheureusement, en fait, on n'a pas entièrement sécurisé l'accès aux chambres et l'accès à toutes les ressources de l'hôtel. Parce qu'un jour, on a Dimitri, donc qui est un VIP, qui vient se plaindre auprès de Gustave, donc qui est le manager de l'hôtel, parce que quelqu'un a détourné son ardoise. En fait, il faut savoir que nos VIP peuvent ouvrir des ardoises au sein de l'hôtel, et Dimitri s'est rendu compte que quelqu'un avait débité des choses sans son autorisation dessus. À quoi cela est dû, en fait? C'est parce que, je vous l'ai dit, on a une pâtisserie qui est mondialement reconnue, avec un gâteau qui s'appelle le courte-sang, qui est très demandé. Et on a eu l'idée de se dire, en fait, nos VIP, on va leur permettre, lorsqu'ils sont en ville, de se faire livrer la pâtisserie. Bon, le métier de livraison de nourriture, c'est pas vraiment le nôtre. Du coup, on dédie ça à un partenaire externe qui s'appelle Robert Eats. Désolé pour ceux qui sont trop jeunes pour comprendre le mauvais jeu de mots. Et donc, qui va faire la prise de commande au téléphone et la livraison. Et le souci, c'était que le mode de fonctionnement était un petit peu problématique, vous allez le voir. C'est que le process, c'était que Dimitri a appelé Robert Eats au téléphone, et comme Robert Eats devait débiter sa commande sur l'ardoise de Dimitri, il leur demandait son numéro de compte et son mot de passe de son compte au sein du Grand Budapest Hotel. Et c'est ce qu'il faisait, il les donnait. Cependant, un jour, on a eu un employé malveillant chez Robert Eats. Et cet employé malveillant, en fait, a appelé donc Gustave en se faisant passer pour Dimitri, en disant j'ai envie de moi commander directement une pâtisserie. Voilà. Et du coup, Gustave lui a demandé son numéro de compte et son mot de passe. Et comme c'est ceux de Dimitri, en fait, il pensait que c'était lui. Vous voyez? Donc là, c'est un employé malveillant. Mais comme il a les credentials, le couple identifiant plus mot de passe de Dimitri, il n'y a aucun moyen de savoir que c'était pas lui. Et c'est comme ça qu'en fait, Dimitri s'est retrouvé avec une ardoise, avec des choses sur son ardoise alors qu'il n'avait rien commandé.
En fait, là, on a un problème d'imposture. À chaque fois que vous donnez votre mot de passe à quelqu'un, bah, cette personne est en capacité de se faire passer pour vous, ce qui est logique. Et donc, pour se prémunir de ce problème, bah, on va faire en sorte qu'on n'ait plus besoin à divulguer les identifiants et le mot de passe de Dimitri auprès de Roberit. Roberit en a besoin, encore une fois, pourquoi? Parce qu'ils doivent aller débiter sur l'ardoise de Dimitri. Cependant, l'ardoise de Dimitri, c'est pas eux qui la gèrent, c'est le Grand Budapest Hotel. Donc là, le process, c'était Dimitri donne son mot de passe, en espérant que derrière, il y avait quelqu'un de confiance, et que cette personne-là, en fait, fasse les bonnes démarches. Enfin, c'est un petit peu comme si vous alliez au supermarché et vous donniez au caissier, en fait, votre mot de passe pour votre banque en espérant qu'il débite la bonne somme, quoi. Voilà. Donc c'est quelque chose qu'on ne ferait pas. Mais bon, j'espère que vous ne donnez pas vos mots de passe à n'importe qui, même à des sites comme Facebook. Et donc là, en fait, on va changer un petit peu le process pour faire en sorte que quand Dimitri passe une commande, Roberit n'ait jamais accès à son mot de passe. Donc quand Dimitri va appeler Roberit, ce qui va se passer, c'est que Roberit va le mettre en attente et Roberit va appeler Gustave et va demander s'il connaît Dimitri. Parce que Roberit doit vérifier que Dimitri a bien un compte au sein du Grand Budapest Hotel. S'ils font passer des commandes à des gens qui ont pas d'ardoise chez nous, c'est leur problème en fait. Et nous, on les payera pas. Donc eux, ils ont besoin de s'assurer de ça. Comme ils ne peuvent pas vérifier eux-mêmes, bah, ils vont déléguer ça à quelqu'un qui est en capacité de le faire. Et à quelqu'un dont ils ont confiance. En fait, comme on a une relation, enfin, comme on a un contrat avec Roberit, ils connaissent Gustave. Donc ils savent que c'est lui qui gère en fait les comptes du Grand Budapest Hotel. Donc ils mettent Dimitri en attente, ils appellent du coup Gustave, demandent de bien vérifier que Dimitri c'est lui, et qu'une fois qu'il a fait cette vérification, bah de les rappeler au numéro qui est spécifié là. Ce qui se passe après, du coup, c'est qu'on a une conversation téléphonique directement entre Gustave et Dimitri, et là, Gustave demande le mot de passe à Dimitri. Alors là, c'est OK, pourquoi? Parce que c'est des comptes qui sont gérés par le Grand Budapest Hotel, et il en est le responsable. Et Dimitri, en fait, sait que Gustave est le responsable de l'hôtel, donc il a confiance en lui aussi. Et puis, s'il se passe quelque chose de mal avec son compte, bah, il sait sur qui taper. Et la personne qui en sera responsable, c'est Gustave. Donc Gustave, c'est un tiers de confiance à la fois pour Dimitri et Roberit. Donc là, Dimitri donne son mot de passe, et du coup, Gustave est capable de ce qu'on appelle l'authentifier. On va voir ça un petit peu après. Donc, il sait que c'est Dimitri. Donc, une fois que c'est fait, en fait, il le met en attente et il rappelle au numéro spécifié Roberit pour confirmer en fait que c'est bien lui et qu'il a bien un compte auprès du Grand Budapest Hotel. Donc, grâce à ça, Roberit sait que Dimitri a un compte et qu'il a le droit de passer une commande. Et à aucun moment, en fait, Roberit n'a récupéré le mot de passe de Dimitri. Et ça, en fait, c'est de l'authentification gérée par un tiers de confiance. Donc ça, c'est un des premiers trucs de OAuth. En fait, OAuth a été inventé pour ça. Pour que lorsque vous avez un service tiers qui tente d'accéder à vos ressources, vous n'ayez pas à lui donner votre mot de passe. Alors du coup, là, c'est pas fini. Parce qu'en fait, alors j'ai oublié cette slide, excusez-moi. Donc, Gustave, c'est ce qu'on appelle l'Authorization Server. C'est la personne qui authentifie et protège le end-user. Il le protège pourquoi? Parce qu'il ne divulgue jamais son mot de passe à qui que ce soit. Et son rôle aussi, c'est de confirmer l'accès du end-user auprès de Roberit. Donc ça, c'est un petit peu ce que je vous expliquais tout à l'heure. Bon, le truc, c'est que c'est pas suffisant. Pourquoi? Bah parce qu'il faut bien aller chercher la pâtisserie qui est au comptoir de commande. Et la pâtisserie, elle est derrière cette fameuse serrure à code. Donc, les gens qui bossent chez Roberit, qui vont devoir aller chercher la commande, pour l'instant, ils n'ont pas les moyens de le faire. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que quand Gustave rappelle Roberit, il leur donne un numéro de commande et on va fonctionner sur le même modèle que le numéro de réservation, c'est-à-dire que ce numéro de commande va permettre d'ouvrir la serrure à code. Ce numéro de commande, il va être valide à un temps assez court. Par exemple, ils vont avoir 2 heures pour aller chercher la commande auprès de la pâtisserie. Une fois que le temps est écoulé, il va falloir rappeler. Hein. Donc, ils pourront plus y avoir accès. Et une fois que le code est utilisé, il n'est plus valable. Ok ?
Et ça, c'est bien sûr l'Authorization Code dans ce use case. Donc là, Robert, en fait, grâce à ça, va pouvoir demander à Dimitri ce qu'il désire. Il veut une pâtisserie, et là, ils vont aller chercher à la pâtisserie, grâce au numéro de commande, qui est le code de la porte, la pâtisserie, et faire la livraison. Donc grâce à ça, on a réussi à avoir accès à la pâtisserie pour récupérer la pâtisserie de Dimitri. C'est chiant en français parce que pâtisserie, la boutique, et pâtisserie, le gâteau, c'est le même mot. Donc j'espère que je ne vais pas vous perdre. Mais voilà. Et sans avoir à divulguer le mot de passe de Dimitri. Donc le rôle de l'Authorization Server et de Gustave, c'est de distribuer des accès temporaires, les Authorization Codes. Un petit peu de vocabulaire là encore. L'ardoise et les pâtisseries, le gâteau, ce sont les ressources, c'est ce qu'on tente d'accéder. Dimitri, c'est le ressourceur, parce que l'ardoise lui appartient, et les pâtisseries, la pâtisserie, une fois qu'il l'a achetée, lui appartient aussi. On va considérer qu'une fois que c'est débité sur son ardoise, ça lui appartient. Mais c'est aussi le end user, parce que c'est lui qui passe la commande, et c'est à lui qui est destinée la commande. Vous voyez? Et ce couple-là n'est pas forcément égal tout le temps, en fait. L'hôtel, c'est toujours le ressource serveur, c'est là où on va avoir les ardoises et les pâtisseries. Le numéro de commande, l'Authorization Code, ça ouvre la porte. Gustave, c'est l'Authorization Server. Et Robert, c'est le client. Il y a une petite subtilité là. Pourquoi Robert est client et pas Dimitri? En fait, Dimitri, c'est le end user. Et lui, en fait, c'est à lui qu'appartient la pâtisserie. Il pourrait lui-même prendre ses jambes et aller à la pâtisserie et la récupérer. Mais c'est pas ce qu'il fait. En fait, il va déléguer ça à un service, parce qu'il n'a pas envie de bouger ses fesses, qui est Robert Eats. Et en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il délègue la manipulation de sa ressource. Il délègue le fait d'aller chercher la commande. Ce qui fait que Robert Eats, lui, est client de la ressource de Dimitri, quelque part. Parce que c'est lui qui va avoir accès à la ressource, qui est protégée par le ressource serveur. C'est Robert Eats qui doit avoir accès à la pâtisserie, qui est dans l'hôtel. Vous voyez? Donc c'est pour ça qu'en fait, Robert Eats est le client. Donc un client, c'est quelqu'un qui va manipuler les ressources d'un end-user à sa demande, pour lui offrir un service. Dans le monde, on va dire, du web, ce sont des applications. Typiquement, si vous mappez ça avec Uber Eats, va pas forcément faire ce genre de choses, mais Facebook pourrait, en fait. Donc si je reviens dans le monde, du web, alors déjà pour parler du problème d'imposture, si vous donnez votre mot de passe de votre email à Facebook, Facebook peut envoyer des mails à votre nom et les destinataires ne pourront pas savoir que c'est Facebook qui les envoie, ils vont croire que c'est vous. Vous voyez? Donc là, on a un problème d'imposture. Donc si Facebook avait implémenté OAuth 2, ce qui n'a pas été fait sur ce use case, comment ce serait passé? Alors on va positionner d'abord les mots de vocabulaire. Donc vous êtes la personne qui veut importer ses contacts dans Facebook. Donc quel est votre rôle avec les mots de vocabulaire qu'on a vus? Le end user. Les contacts que vous voulez importer, ce sont les ressources. Les contacts sont dans Gmail. Donc Gmail, c'est le ressource serveur. Ok, jusque-là, ça va? Donc, ce que vous voulez faire, c'est importer vos contacts depuis Gmail dans Facebook. Et c'est Facebook qui va faire cette démarche. Donc, Facebook, c'est le client. Alors, le truc, c'est que Gmail, c'est protégé par un compte Google. Google a fédéré tous ces outils pour utiliser le même compte. C'est-à-dire que vous faites du Google Drive ou du Gmail, c'est le même compte, c'est un compte Google. Alors, techniquement, c'est accounts.google.com, même le site qui gère ça. Donc, le rôle de Google là-dedans, c'est l'Authorization Server, parce que c'est lui qui va gérer le compte Gmail, en fait, le vôtre. Donc, qu'est-ce qui se passe maintenant? Vous demandez à Facebook d'importer vos contacts depuis Gmail. Facebook, ce qu'ils n'ont pas fait, va être bienveillant et ne va pas vous demander votre mot de passe. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va vous rediriger sur le site de Google. Okay? Là, vous êtes sur le site de Google et Google vous demande de vous authentifier. Vous avez une mire de login et là, vous êtes sur le site de Google, donc donnez votre mot de passe Google, ça va. C'est Google qui gère votre mot de passe. Une fois que c'est fait, en fait, pardon, j'ai oublié cette étape.
Une fois que c'est fait, en fait, Google va vous rediriger vers Facebook. Et dans la redirection, il va passer l'Authorization Code. Ok? Ce qui fait que grâce à ça, votre mot de passe ne va jamais dans Facebook. À la place, Facebook récupère l'Authorization Code qui va lui permettre d'accéder à vos ressources. Et cet Authorization Code, il est valable pendant généralement l'échelle de plusieurs dizaines de minutes, voire une heure. On va voir pourquoi après. Ça va, ça? Vous voyez le mécanisme? Donc ça, c'est l'une des premières bases d'un flow dans OAuth. Mais c'est pas tout. Là, je vous présente le comptable de l'hôtel qui un jour est venu en furie parce que on a des entreprises qui nous ont réclamé beaucoup d'argent parce qu'ils ont réussi à livrer des pâtisseries alors qu'on a un contrat d'exclusivité avec Robert Eats. Ce sont les méchants margoulins de concurrence. Et ces margoulins, en fait, qu'est-ce qu'ils ont fait? En fait, ils ont fait un petit peu d'ingénierie sociale et ils se sont fait passer auprès de nos VIP pour Robert Eats et ils se sont fait passer auprès de Gustave pour Robert Eats. Comment ils ont fait? Donc ça, je vous rappelle, ici, c'est le process qui permet d'authentifier Dimitri et de confirmer à Robert Eats que Dimitri a bien le droit, en fait, de passer des commandes en filant un code qui va permettre à Robert Eats d'accéder à la pâtisserie. Et là-dedans, il y a un problème. Le problème, c'est le numéro de téléphone, en fait. Pourquoi? Parce qu'en fait, je vous présente Just Munch, qui est le concurrent malveillant. Ils ont activement appelé Dimitri, enfin nos VIP, et ils sont tombés sur Dimitri. Ils sont fait passer pour Robert Eats. Ils ont c'est Robert Eats, ça vous dit une livraison de pâtisserie? Ah bah tiens, pourquoi pas. Et ils avaient besoin de Dimitri, pourquoi? Parce que eux-mêmes ne peuvent pas passer directement de commande, parce qu'ils ne peuvent pas récupérer son mot de passe. Dimitri sait qu'il n'a pas le droit de le donner à quelqu'un d'autre qu'à Gustave. Donc ils ont besoin de Dimitri. Donc ils ont fait OK, Dimitri a mordu à l'hameçon. Ensuite, ils appellent Gustave et pareil au téléphone, ils disent hey, c'est Robert Eats. Là, je te passe Dimitri, tu fais toute ta tambouille et une fois que c'est fini, bah tu me rappelles au numéro. Sauf que là, le numéro, bah, c'est le numéro de John Munch, c'est pas le numéro de Robert Eats. Et du coup, Gustave, en fait, naïvement, bah, il appelle et il tombe bien sûr sur la personne malveillante au lieu de Robert Eats. Et du coup, pour se prémunir de ça, c'est qu'on va référencer les clients et leur adresse de contact. C'est-à-dire que Gustave va maintenir un registre dans lequel, pour Robert Eats, il liste les numéros de téléphone qu'il connaît. Ce qui fait que là, si Just Munch arrive en se faisant passer pour Robert Eats et dit « rappelle-moi à ce numéro », il va vérifier que c'est bien dans les numéros qu'il autorise. Et si c'est pas le cas comme ici, au revoir. Et là, ça nous permet justement d'éviter, en fait, de fournir cet authorization code, donc le code d'accès à la pâtisserie, à quelqu'un de malveillant parce qu'il s'est fait passer pour Robert Eats. Vous voyez? Le numéro de téléphone, on va appeler ça le redirect URI, notamment parce que dans le web, en fait, c'est pas des appels téléphoniques, mais c'est des redirections d'adresse, comme on l'a vu tout à l'heure. Et Robert Eats, c'est son client ID. Voilà. Et donc, le rôle de l'Authorization Server, c'est de maintenir une liste de redirect URI par client ID en exact match. Parce que si le numéro de téléphone, vous laissez un étoile sur le dernier digit, en fait, bah forcément, il y a toujours une possibilité d'arriver chez quelqu'un qui n'est pas Robert Eats. Donc, si on applique ça maintenant à ce flow-là, qu'on a vu tout à l'heure sur le web, en fait, ça va se passer au moment où Facebook vous redirige vers Google. Là-dedans, en fait, ce qui va se passer, c'est que là, vous allez arriver sur la mire de login de Google. Alors, comme Facebook n'a jamais intégré le truc, là, je vous fais un exemple avec Miro, qui est un outil qui n'a rien à voir, mais qui a une intégration aux deux avec Google. D'accord? Donc là, en fait, je suis sur le site de Google. Là, je choisis mon compte et après, il va me demander de me loguer. Et en fait, ce qui se passe, c'est que le client positionne dans l'URL en vous redirigeant son ID et l'adresse de redirection. Sinon, Google ne sait pas sur quelle page il va vous rediriger. C'est pas lui qui gère Facebook, c'est pas lui qui gère Miro. Et le truc, c'est qu'un hacker, ce qu'il pourrait faire,
c'est qu'il pourrait préparer cette requête. Vous voyez, là, de toute façon, je l'ai copié-collé. Le client ID, il est public. Donc, si je mettais l'adresse que je veux et que je prépare ça dans un lien, si vous cliquez dessus, ce qui va se passer, c'est que Google va vous authentifier et il va me filer un authorization code en vous redirigeant vers mon site à moi au lieu d'un site, quel site que vous liez à la base. Donc, c'est pour ça qu'il est important, en fait, de référencer les redirects URI, et c'est ce que fait Google, hein, notamment. Enfin, tous les authorization servers. Bon. On a encore deux convives qui se tapent dessus. Et cette fois-ci, on a regardé ce qui se passe, parce qu'effectivement, on a encore quelques trous dans notre process. C'est parce qu'il y en a deux qui ont le même numéro de réservation. Ah ah. À quoi c'est dû ça? C'est à cause d'un problème de regard indiscret. En fait, je vous rappelle le process de réservation. Une fois que la personne a réservé, on lui envoie un courrier dans lequel il y a le numéro de réservation qui sert à ouvrir la porte. Jusque là, ça va? Le problème, c'est que quand vous envoyez un courrier à quelqu'un, vous n'avez aucun moyen de savoir si c'est vraiment lui qui l'a reçu. Et vous n'avez aucun moyen de savoir si, à travers toutes les personnes qui ont manipulé la lettre pour l'amener chez lui, s'il parvient, si quelqu'un n'a pas ouvert le truc et a regardé. Et même pire, là, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, notre convive, il récupère sa lettre devant sa boîte aux lettres, il ouvre, il y a un voisin qui passe, et en jetant un œil, il a vu en fait le numéro de réservation, il s'est pointé avant lui. Et vous avez aussi potentiellement le même problème si vous imprimez vos confirmations de réservation d'hôtel au travail et que vous mettez 2 heures à chercher à l'imprimante en fait. Voilà. Donc en fait, ce qui se passe, c'est autant l'email que le courrier. C'est ce qu'on va appeler le front channel parce que c'est un canal de communication qui est interceptable et qui vous ne permet pas de savoir si le destinataire a vraiment reçu en fait l'information que vous lui envoyez, et notamment là, l'autorization code. Comme on l'envoie par courrier, aucun moyen de savoir qui l'a reçu. Donc là, on a un problème. Pour corriger ce problème, c'est qu'au lieu de remettre l'accès sur le front channel par courrier, on va le remettre en main propre. Donc comment ça se passe? Ça, c'est un process que vous connaissez tous lorsque vous réservez une chambre d'hôtel. Donc déjà, on va dégager cette vieille serrure à code, on va mettre un bon truc à badge là, avec des cartes. Et maintenant, nos convives se pointent au standard, à la réception de l'hôtel, avec leur numéro de réservation, et en échange, qu'est-ce que fait le réceptionniste? Il donne une carte, voilà. Et c'est la carte qui permet en fait d'accéder aux chambres. C'est pas le numéro de réservation. Pourquoi? Parce que en fait, le réceptionniste et la Gustave, quand il a la carte en main et qu'il vous la donne, il est sûr que vous l'avez reçue, puisque c'est physique. Et il est sûr qu'il n'y a personne qui l'a chopé au vol. Par contre, le numéro de réservation, comme il l'envoie par courrier, il ne sait même pas si vous l'avez reçu. Vous voyez? Donc la remise en main propre, elle permet de sécuriser l'échange. Donc le numéro de réservation permet d'autoriser le fait que vous pouvez avoir accès aux chambres. Du coup, en échange de ce numéro de réservation, donc de cet authorization code, vous allez échanger une carte d'accès. Donc l'autorization code, en fait, vous avez un temps assez court en fait pour l'échanger. Mais une fois que vous l'avez échangé, il n'est plus valide. Et vous avez une carte d'accès qui, là, vous pouvez imaginer que généralement dans les chambres d'hôtel, c'est valide jusqu'à la fin de votre réservation. Généralement, c'est plutôt une durée fixe et c'est l'heure de plusieurs heures ou quelques heures. Et donc, grâce à cette carte d'accès, vous allez pouvoir avoir accès aux chambres. On appelle ça l'access token. Oui. Donc, si vous voulez la différence entre un authorization code et l'access token, utilisez cette analogie-là. Vous arrivez à l'hôtel, vous donnez votre numéro de réservation. En échange, vous avez une carte qui permet d'accéder à la chambre. C'est exactement ça, en fait. Et ça, la remise en main propre, c'est le back channel. Parce qu'encore une fois, vous êtes sûr que ça n'a pas été intercepté et que vous l'avez bien remis à la personne que vous vouliez. Bon, ça, on va passer parce que je l'ai dit pas mal de fois. Maintenant, si on applique ça dans le monde du web, qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est l'avant-dernier lien là entre Google et Facebook. En fait, quand Google va vous rediriger vers Facebook, il doit passer l'autorization code. Quel est le moyen de passer de l'information sur une redirection? Il n'y en a qu'un seul. Vous avez une idée?
c'est de le passer dans l'adresse. Donc en fait, il passe dans l'adresse l'autorization code. On n'a aucun autre moyen sur une redirection. Et le pire, c'est que en fait, Google ne dialogue jamais directement avec Facebook. Ce qui se passe, c'est qu'une fois que vous êtes logué, il envoie en fait un statut HTTP, donc un ordre de redirection à votre browser. Et c'est au browser en fait de vous rediriger. Mais si ça foire, Google ne le saura jamais. Vous voyez? Et puis en fait, il ne fait que balancer une ordre de redirection dans lequel en plus il met l'autorization code qui est sensible. Mais vous pourriez avoir un plugin dans votre navigateur malveillant qui parse l'URL et qui récupère l'autorization code. Et donc ça a été intercepté. Et si ce plugin malveillant en plus sait faire le O2, il va pouvoir récupérer un access token. Alors le coup du regard indiscret, quelqu'un qui regarde, ça va tellement vite que non, vous voyez même pas passer l'autorization code. Et puis quand bien même, en fait, une fois que Facebook a récupéré l'autorization code, il va tout de suite l'échanger contre un access token. Donc même si vous le voyez vous en tant qu'humain, ça sert à pas grand chose. Il faut vraiment l'intercepter programmatiquement en fait, avant. Mais le problème, c'est qu'il le passe dans une URL qui est gérée par le navigateur. Comme il n'y a pas de communication directe entre Google et Facebook, on considère que ça, c'est le front channel, parce que c'est de la redirection. C'est asynchrone, en fait. Mais une fois que Facebook a récupéré ça de l'adresse, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire une connexion HTTPS directe entre lui et Google, que ce soit de backend à backend, ou que ce soit d'un script JavaScript sur le site de Facebook, et c'est une connexion en Ajax en fait, enfin un appel Ajax en HTTPS. Ça on considère comme étant du back channel, parce qu'il y a un vrai tunnel, et on sait que la requête part du domaine de Facebook et va dans le domaine de Google. Il n'y a pas un agent intermédiaire qui lui en fait fait des mécanismes de je te prends là et je te balance là. C'est pour ça qu'on appelle ça le back channel. C'est exactement la même chose que d'être de visu. Et donc dans ce back channel, il va faire l'échange pour un access token. Authorization code, c'est le numéro de réservation, l'access token, c'est la carte. Et une fois qu'il a la carte, donc l'access token, bah, il va pouvoir avoir accès à Gmail avec. Ça va, c'est clair ça? Ça, c'est ce qu'on appelle l'implicit flow en OAuth 2.0. Et c'est le truc le plus utilisé aujourd'hui pour sécuriser des pages web, et il ne faut pas du tout l'utiliser. Non, parce qu'en fait, OAuth 2 a 10 ans. Et donc, au début, c'était la meilleure manière qu'on avait pour sécuriser les choses. En fait, le problème, c'est qu'on est obligé de jouer avec ces mécanismes. D'abord, tu as un authorization code. Ensuite, tu as une carte. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans une page web, vous pouvez pas stocker de mot de passe. Parce que tout le monde peut regarder le code de la page et récupérer le mot de passe. Si Facebook voulait s'authentifier directement à Google pour récupérer l'accès, il ne peut pas le faire à partir d'une page web. Parce que ça voudrait dire qu'il y a un mot de passe en fait dans la page et n'importe qui... F12, enfin les developer tools, vous l'avez et vous pouvez faire tout le process à la place de Facebook. Et du coup, c'est pour ça qu'on a ce mécanisme intermédiaire. Le problème, c'est que c'est toujours pété ce truc. On n'avait pas de meilleur moyen jusqu'à ce qu'arrivent les développements mobiles, qui a amené un problème analogue. Et je vais vous expliquer le problème qui reste. On a encore le comptable qui vient se plaindre parce que, encore une fois, des margoulins de la concurrence de Roberit viennent nous réclamer des sommes exorbitantes. Ils ont réussi à faire des livraisons de pâtisserie. Comment est-ce possible? À cause d'un problème d'infiltration. Alors, quel est ce problème d'infiltration? En fait, je vous rappelle le process de prise de commande. Au bout d'un moment, en fait, Gustave va rappeler Roberit au téléphone. Le problème, c'est que le téléphone, c'est un front channel. Il n'est pas sûr de qui est en face. D'accord? D'ailleurs, il s'était déjà fait avoir en rappelant un mauvais numéro. Et en plus, là, ce qui s'était passé, c'est que Just Munch avait infiltré les bureaux de Roberit. Ils se sont fait passer pour des agents d'entretien. Ils ont écouté tout ce qui se passe. Ils ont vu les gens noter les numéros d'autorization code sur un calepin, ou même ils ont décroché un téléphone alors qu'il y en avait un qui était en pause. Et donc, en fait, vous n'êtes pas sûr de savoir qui a vraiment reçu derrière l'autorization code quand vous appelez quelqu'un. C'est aussi pour ça qu'il ne faut pas passer ses numéros de carte bleue au téléphone. Enfin, bref. Puis il aurait pu être sur écoute. Enfin, peu importe. La livraison de pâtisserie, on l'a alignée sur la récupération, sur la réservation de chambre d'hôtel. Donc, une fois que vous avez l'autorization code, qui est le numéro de commande de la commande de pâtisserie,
vous pouvez plus ouvrir la porte puisqu'ils vous font un badge. Et ce badge, c'est Gustave qui va vous le donner. Donc c'est la même chose. Hein. Du coup, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est comme ils connaissent le numéro le numéro de la commande, bah, ils sont pointés, ils ont dit, je viens pour la commande de 50. Ok, bah tiens, je te file la carte. Donc Gustave était sûr de l'avoir remis à ce gars-là, mais ce gars-là, c'était pas le bon. Vous voyez? Parce qu'ils ont réussi à intercepter en fait le numéro de commande. Du coup, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut s'assurer que l'initiateur de la demande est bien celui à qui on remet la carte d'accès. Comment on fait ça? Là, j'ai besoin de 2 volontaires. Alors, vous pouvez scanner, il n'y a pas de hack, c'est moi que vous allez hacker là cette fois, pour ceux qui connaissent ma précédente conf. Donc, 2 volontaires. Ouais. Alors, levez la main ceux qui veulent pas. Ok, un, et le deuxième. Alors, qui veut faire le gentil, qui veut faire le méchant? Toi, t'es le méchant. Alors, en fait, derrière ça, il y a ce site, et je vais vous expliquer ce qui va se passer. Donc, moi, je suis Gustave. Et donc, toi, rappelle-moi ton prénom. Kevin? Kevin? Ah, si vous arrivez à hacker le truc en plus derrière, enfin là, je comprends plus rien. Ok, donc Kevin, t'es le gentil, donc t'es Robert Hitz. Tu passes une commande au téléphone avec moi. Moi, je te dis, le numéro de commande, c'est le 42. Toi, t'écoutes tout ce qui se passe parce que tu veux intercepter la commande, la pâtisserie, ok? Le numéro de commande, c'est le 42, d'accord? Donc, si là, tu viens et que tu me dis, le numéro de commande, c'est 42, je te donne la carte. Ça, c'est le process qu'on a vu. Parce qu'il a écouté, il est capable de récupérer le truc. Mais là, on va changer un petit peu, on va faire un tour de magie. Donc, Kevin le gentil, et Kevin le méchant. Donc, Kevin le gentil, tu vas penser à un nombre, mais surtout, tu ne me le dis pas. Pas forcément un digit, autant de digits que tu veux, tu me le dis pas. Ça va, tu l'as? 56. Tant mieux. Bref, donc tu as pensé à un nombre. Maintenant, ici, dans la première colonne, on a des fonctions de hachage. Alors, les fonctions de hachage, c'est des fonctions mathématiques qui, à partir d'un x, vous avez un y, sauf qu'à partir de l'y, il est extrêmement difficile de retrouver le x. C'est quasi impossible. D'accord? Donc, vous ne pouvez pas trouver une fonction g qui, pour g de y, égale x, en fait. Donc, Kevin, tu vas en choisir une, et tu vas le dire à haute voix. Laquelle tu choisis? Chat 512. Ok. Donc, voilà ce qui se passe quand on clique sur ce truc. Et maintenant, ce que tu vas faire, c'est que dans l'input, tu mets le nombre magique auquel tu as pensé, et surtout que tu le divulgues pas. Donc moi, je vais mettre le 56 parce que je sais que c'est pas le sien. Et ce qui va se passer, c'est que ça va me donner un Y, donc un H. Ce que tu vas me donner maintenant, et là, Kevin le méchant, il faut que tu écoutes, c'est les 4 premiers caractères du H. D795. B795. Donc en fait, en passant la commande, tu me dis, tiens, je vais passer une commande. Alors, je fais mon tour de magie, je te dis chat 252 et B795. Ok, donc moi je note ça. Donc Kevin le méchant maintenant, tu viens à la pâtisserie à l'hôtel, et je te demande le numéro de commande. Très bien. Et maintenant, à quel nombre t'as pensé? Non, c'est le nombre auquel t'as pensé quand t'as passé la commande. Tu te fais passer pour Kevin le gentil, hein? Mais non, 56. 712. Ah, si c'est le bon. Non, c'est pas le bon. Putain, tu m'as fait peur. En fait, tu peux donner autant de nombres que tu veux, il est très peu probable que tu tombes sur B795. Donc là, je sais que c'est pas toi qui as passé la commande, parce que tu l'as pas, ce nombre magique là. Donc Kevin le gentil, tu viens me voir, enfin, imagine que tu viens me voir. Donc je te dis 40, tu me dis 42, ok, et le numéro auquel tu as pensé? 125. T'étais pas loin. B795. Donc je suis sûr que c'est Kevin qui a passé la commande. En fait, c'est un process qui ressemble un petit peu à ce que vous connaissez quand sur des sites d'e-commerce vous vous achetez des choses un peu chères et que le site type Amazon, en fait, juste avant la livraison, vous envoie un numéro qu'il faut communiquer en fait au livreur. Parce que le livreur, quand il se pointe,
s'il y a un voisin qui passe et qui se fait passer, hey, je suis monsieur machin, ah oui, tiens, il regarde pas votre carte d'identité en vrai. Donc il peut donner ça à n'importe qui. Du coup, ce que fait Amazon, c'est qu'il génère un, je sais pas, vous avez déjà vu ce truc-là, où vous envoie un code? Non? Bah, en tout cas, ils le font. Donc il vous envoie un code, et ce code, il faut le communiquer, en fait, au livreur. Le livreur connaît même pas le code. En fait, il a juste une app dans laquelle il va mettre le numéro, et l'app va vérifier que ça match, en fait. Et un petit peu sur ce genre de mécanisme. Et ça a été introduit par le développement mobile, parce que pareil, dans le mobile, vous ne pouvez pas stocker de mot de passe, donc l'application mobile ne peut pas s'authentifier auprès de Google, et du coup, ils ont inventé ce genre de mécanisme. Pourquoi on ne peut pas mettre de mot de passe dans un mobile? Parce que n'importe qui télécharge l'application et peut la décompiler et récupérer le mot de passe. Donc vous voyez, grâce à ça, on était sûr que que Kevin le méchant était incapable de récupérer la commande, et j'étais sûr de remettre du coup la carte d'accès à Kevin le gentil. Merci les Kevin, vous pouvez les applaudir. Donc comme je vous le dis, on ne peut pas donner un simple mot de passe sur le front channel parce que sur le front channel, on n'est pas sûr de qui va le recevoir. Du coup, on a inventé ce mécanisme de numéro magique où en fait, on va communiquer grâce à une fonction de hachage le résultat du hachage qui lui peut être public parce qu'il est il n'est pas incraquable mais il est virtuellement incraquable, on va dire. On peut pas récupérer le X. Ça c'est public, on peut même filer la fonction, on s'en fiche en fait. On file tout ça, c'est public. Mais tant qu'on n'a pas le X, en fait, on ne déverrouille rien. Et le X, donc en fait le numéro magique auquel Kevin le gentil a pensé, bah il me le donne en fait normalement au back channel. Là, il vient me voir, il me dit c'est le numéro, comme ça je suis sûr en fait que je lui remets à lui encore une fois la carte d'accès. Un petit peu de vocabulaire, on va aller vite là-dessus parce que c'est pas hyper important, mais le numéro aléatoire magique auquel il a pensé, c'est le code verifier. Le résultat du calcul de la fonction de hash, c'est ce qu'on appelle le code challenge method. Le calcul de la fonction de hash, c'est le code challenge method, et dans l'aspect il y en a deux, SHA-256 et plain text. Donc quand vous dites 125, ça vous retourne 125, à pas utiliser en prod. En fait, je sais pas pourquoi ils l'ont mis dans l'aspect, mais je pense que c'était pour des soucis de test. Mais généralement, les authorization servers n'autorisent pas le plain text pour ce flow-là. Le résultat, c'est le code challenge, et la carte d'accès à ici, c'est toujours l'access token. Ce qui va se passer maintenant, c'est qu'en fait, quand Facebook, c'est à quel moment? Oui, c'est ça. Quand Facebook va vous rediriger sur Google, c'est l'équivalent de demander à Google, vérifie que c'est bien lui. Il va aussi donner le hash et la fonction de hachage. Donc le code challenge method, le F et le Y. Google va stocker ça jusqu'à ce que Facebook, en fait, change l'authorization code contre un access token. Au moment où il va passer l'authorization code, donc qui était le 42, le numéro de commande, il va devoir passer le X auquel il a pensé, donc qui est le code verifier. Google va vérifier que ça match, donc c'est simple, il faut qu'Y est égal à f de x, donc cc égale cmcv, c'est pas grave si ça match pas, Google est sûr que c'est pas Facebook qui a passé, qui était en fait à qui on doit, qui était l'initiateur de la demande. Vous voyez. Donc à la fin on a l'access token et grâce à ça on peut accéder à Gmail. Ça c'est ce qu'on appelle l'Authorization Code Flow with PKCE, PXE en anglais pour les intimes, et c'est depuis plus de quasiment un an maintenant la recommandation à implémenter que vous faites de l'authentification par page web ou de back-end vers l'Authorization Server. Oubliez l'implicit flow, c'est complètement deprecated. Et en fait, OAuth 2.1 renormalise. En fait, ça, c'est déjà une bonne pratique de OAuth 2.0 dans une RFC, mais comme il y a 80 RFC qui invalident les unes les autres, ils ont tout recompilé en une qui s'appelle OAuth 2.1. Et ça, c'est le plus gros truc de OAuth 2.1, en fait. Voilà. Et je vous recommande d'utiliser notamment en prod. Alors, reste un petit problème, et je vais aller très vite dessus, c'est qu'à Facebook, en fait, vous lui donnez une clé d'accès à votre Gmail pour récupérer vos contacts. Mais à côté de vos contacts, il y a quoi? Il y a vos mails. Donc théoriquement, il pourrait accéder à vos mails en fait. Et ce qu'on va faire du coup, c'est qu'on va limiter l'accès de la carte à la ressource qui était demandée à la base par l'utilisateur. Donc là, on va pas tout faire parce que j'ai pas le temps, mais vous allez voir, c'est très simple en fait. Ce qui va se passer, c'est que en fait, quand Google vous authentifie,
il va vous demander en fait il va vous demander si vous consentez à ce que Facebook accède à vos contacts. Parce qu'en fait, c'est ce que tente de faire Facebook, d'accéder à vos contacts. C'est des trucs que vous avez peut-être déjà vu dans GitHub avec des intégrations en fait. Est-ce que vous consentez à donner accès à votre repository à telle application? C'est pareil. Et si vous dites oui, en fait, ce qui va se passer, c'est que l'access token qui sera donné à Facebook sera scopé pour récupérer que les contacts. Donc si Facebook tente d'accéder au mail dans Gmail avec le même token, Gmail lui dira non. Vous voyez? Ça, c'est un truc que vous connaissez sûrement sur vos applications mobiles. Parce que en fait, par exemple, là, j'ai demandé à Twitter de publier une photo. Twitter, de base, l'application Twitter sur mon mobile, n'a pas accès à mes photos. Et quand il tente d'accéder à mes photos, en fait, l'OS se réveille et fait « Oula, qu'est-ce qui se passe ?» et il me demande si moi, j'autorise en fait Twitter à accéder aux photos. Ça, c'est pour vous protéger parce que si une application que vous installez a accès à tout votre téléphone, c'est pareil, elle peut faire des choses malveillantes. Et du coup, le scope qui permet de limiter, ça permet d'octroyer des accès à une application et pas à des humains. Ça, c'est une mauvaise pratique. Il y a beaucoup de gens qui utilisent Scope pour limiter les accès à des humains. Ce n'est pas fait pour ça. C'est vraiment pour limiter l'accès d'une application à une ressource de quelqu'un. Donc, le meilleur exemple, c'est ça, en fait. C'est vraiment Twitter sur le téléphone qui tente d'accéder à vos photos. Parce que vous n'avez peut-être pas envie qu'ils accèdent de base à vos photos, en fait. Vous voyez? Un Scope, ça sert à ça. Ça ne sert pas à octroyer des droits à un utilisateur. Donc, le Scope, c'est accès aux contacts, accès aux photos. Voilà. Et donc là, je vous ai présenté le pattern de délégation d'autorisation qui s'appelle OAuth2. Je reste à votre disposition si vous avez des questions. Il y a un truc que je vous ai pas dit. Alors, il y a deux choses que je vous ai pas expliquées. Le refresh token, qui permet en fait d'éviter à devoir se reloguer à chaque fois que l'access token arrive à expiration. Parce que comme on n'a qu'une heure, une fois que l'access token est plus valide, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va devoir réauthentifier l'utilisateur. Il y a un truc qui permet de limiter ça, qui s'appelle le refresh token, qu'il faut utiliser avec parcimonie parce que du coup, ça peut amener des failles de sécurité aussi. Et c'est le gros truc que je vous ai pas expliqué là dans les patterns de OAuth2. Donc c'est tout. Je vous remercie et n'hésitez pas si vous avez des questions. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions? Oui? Comment? Le client secret? Alors en fait, si tu veux, oui. Alors, dans OAuth2, il y a ce qu'on appelle le client secret. Le client secret, c'est en fait le mot de passe qu'on va donner à une application, qui va permettre à cette application de se connecter auprès de l'authorization server. Généralement, quand tu es sur du back-end vers l'authorization server, tu fais un flow qui n'est pas l'implicite, mais tu fais un authorization code et tu vas le donner à ce moment-là. Le problème, c'est que quand tu es en front, tu peux pas mettre de client secret parce que tout le monde pourrait récupérer et du coup, tu faisais de l'implicite flow. Mais maintenant, tout ça a été modifié avec l'authorization code with PKCE. Et quand tu fais de l'authorization code with PKCE avec un back-end, en fait, tu passes, au lieu de la redirection, en fait, tu fais une connexion directe et tu passes ton client secret dedans. Voilà. Est-ce qu'il y a une autre question? Non? Je vous remercie.